Mon point de départ en tant que sociologue, c'était de considérer que l'œuvre et l'auteur, ce sont des constructions sociales. D'abord, cette identification n'a pas existé de tout temps. On peut penser aux poètes antiques qui créaient par inspiration divine, en tout cas qui ne revendiquaient pas l'auctorialité, comme on dit, sur son œuvre. On peut penser à la culture de l'imitation du XVIe siècle. On peignait dans l'atelier du maître, on faisait à la manière d'eux, et c'était parfaitement légitime. Donc toute l'idée de l'originalité de l'œuvre, c'est quelque chose qui émerge avec le romantisme surtout, et qui va devenir la définition même de l'art moderne. Voilà. Et donc je suis partie de Foucault, en fait, et de sa définition de qu'est-ce qu'un auteur. Parce que Foucault dit, voilà, le nom d'auteur, il dit il y a une fonction auteur qui s'est constituée dans l'histoire. Le nom d'auteur unifie une série de discours. Flaubert est l'auteur de Madame Bovary, de l'éducation sentimentale, de Sentimental Education, de toutes les traductions de chaque œuvre de Flaubert dans toutes les langues. C'est le nom qui unifie en fait ces discours qui sont continués comme des livres, mais il n'y a pas que des livres, il peut y avoir d'autres types de discours, des articles, des inédits, enfin j'y reviendrai. Et donc Foucault dit, en fait, on pense la notion d'auteur comme la question de la propriété littéraire. Mais cette propriété littéraire, elle émerge que tardivement, elle n'émerge qu'au XVIIIe siècle. En fait, il y a quelque chose qui a précédé la propriété littéraire, c'est ce que Foucault appelle l'appropriation pénale, c'est-à-dire la responsabilité pénale. À partir ça apparaît avec l'imprimerie, à partir de l'édit de Chateaubriand de 1551, tout imprimeur, il n'y avait pas encore des éditeurs, tout imprimeur est obligé d'apposer le nom de l'auteur et de l'imprimeur. Pourquoi ? Pour pouvoir les poursuivre s'ils transgressent les discours autorisés. Voilà, donc c'est dans une perspective vraiment de contrôle de la circulation des discours qu'on cherche à associer des discours avec des personnes, avec un nom propre. Et donc la propriété littéraire, elle n'émerge que plus tardivement. Les auteurs se sont réappropriés, si vous voulez, cette responsabilité et ont revendiqué la propriété de leur œuvre. C'est d'abord en Angleterre en 1710, le Statute of Anne, le Copyright Act, et puis en France le décret de 1777, un décret royal qui accorde la reconnaissance de la propriété littéraire comme une grâce. Et cette propriété va être reconnue par les révolutions françaises, non sans débat, puisque Condorcet, par exemple, disait « mais les idées appartiennent à tous ». Donc on ne peut pas se les approprier. Et donc finalement, on a quand même reconnu le droit de l'auteur à tirer un revenu de son œuvre au titre d'une reconnaissance de la nation à l'écrivain, en fait. Voilà. Alors, donc, comme je le disais, la relation entre le nom d'auteur, entre la personne de l'auteur et son œuvre est signalée par le nom propre. Et donc ce nom propre est ce qui enferme le capital symbolique, ça c'est un concept que j'emprunte à Pierre Bourdieu, le capital symbolique, ce qui fait la valeur. Vous entendez Flaubert, c'est pas un nom anodin, ça vous parle, ça fait référence, il enferme un capital symbolique. Flaubert, c'est une valeur, c'est le canon littéraire. Et donc ce nom propre enferme le capital symbolique en raison de son œuvre, et c'est ce qui signifie les expressions se faire un nom en littérature ou être un grand nom de la littérature. Alors, les philosophes conçoivent les noms propres tantôt comme des descriptions ou des abréviations de description de l'objet. Ça, c'est l'exemple c'est par exemple Frege ou Russell, tantôt comme purement référentiel. Ça veut dire quoi ? C'est le nom propre comme description. Alors, c'est pas les noms d'auteurs, c'est les noms d'objets, mais ça va décrire un type d'objet. Tandis que le nom propre comme désignateur, il renvoie à l'objet même dans le monde réel. Alors, par exemple, si je prends un exemple de la littérature, je vais prendre Émile Ajar. Comme vous savez peut-être, Émile Ajar, c'est le pseudonyme de Romain Gary. Il a publié sous ce pseudonyme La vie devant soi. Et donc, ça lui a permis d'obtenir le Goncourt une deuxième fois.
ce qui est normalement impossible. Donc, ce qui montre bien que l'auteur et l'œuvre sont associés et que c'est bien la personne qu'on récompense, puisque si c'était une œuvre, pourquoi on ne pourrait pas avoir 2 fois le Goncourt? Alors, donc, si je prends la définition des philosophes, Émile Ajar peut être décrit comme l'auteur de La vie devant soi, mais pas comme l'auteur des Racines du ciel. Donc ça veut dire que le nom, c'est une description. Émile Ajar renvoie à La vie devant soi, mais pas aux Racines du ciel. Racines du ciel, c'est une œuvre attribuée à Romain Gary. Et si on dit Émile Ajar est l'auteur des Racines du ciel, vous allez dire c'est faux. Donc là, vous voyez que la description, elle fait sens, l'idée de nom propre comme description. Et en même temps, du point de vue légal, du point de vue de la loi, par exemple, ou du point de vue du prix Goncourt, une fois que l'identité est découverte, eh bien, c'est bien la même personne. Et donc là, c'est plutôt la théorie de Kripke du désignateur rigide. Le nom propre renvoie à la même personne. La loi s'en fiche de savoir si c'est le pseudonyme ou pas le pseudonyme. Ce qui compte, c'est que c'est la même personne derrière. Voilà. Donc si on doit punir Boris Vian, par exemple, avait publié, c'était déguisé sous un pseudonyme d'un auteur américain après la guerre pour publier un type de livre qui était proscrit à l'époque. Mais quand on a découvert son identité, c'est lui qui devait en rendre compte devant la loi. Ce n'était pas son pseudonyme. Voilà, donc les auteurs sont les premiers à jouer avec leur nom pour interroger en fait la relation entre la personne et l'œuvre. Et ce jeu est un site d'observation privilégié des interactions entre stratégies d'auteur, de la manière dont l'auteur se positionne dans l'espace social, et puis ses stratégies d'écriture ou de création. Et en fait, par exemple, si vous prenez l'écrivain Fernando Pessoa, écrivain portugais, il avait 72 hétéronymes. En fait, il écrivait des livres sous des pseudonymes de personnages de fiction de ses propres romans. Et donc, c'est seulement si vous connaissiez bien son œuvre que vous pouviez identifier que ça, c'est un personnage de Fernando Pessoa, donc cette fiction-là, elle lui appartient. Donc, vous voyez, il y a tout un jeu qu'on fait avec ça. À la différence du pseudonyme, en fait, qui dissimule la véritable identité de la personne, le nom d'auteur fonctionne généralement comme un nom d'usage, qu'il soit officiel, donc enregistré administrativement ou non. En fait, il distingue l'auteur, enfant de ses œuvres, de l'individu socialisé qui marque son émancipation par rapport à une trajectoire et une identité, autrement dit, son indétermination sociale. Alors, je vous donne l'exemple de l'écrivaine Chloé Delhomme, qui se réinvente dans son personnage, dont le prénom est emprunté à l'héroïne de L'écume des jours de Boris Vian, Chloé, et elle déclare en incipit du livre S'écrire mode d'emploi, je cite, « Je m'appelle Chloé Delhomme, je suis un personnage de fiction. J'ai décidé de devenir personnage de fiction quand j'ai réalisé que j'en étais déjà un. À cette différence près que je ne m'écrivais pas, d'autres s'en occupaient, personnage secondaire d'une fiction familiale et figurante passive de la fiction collective, j'ai choisi l'écriture pour me réapproprier mon corps, mes faits et gestes, mon identité. » Et en même temps, donc on voit dissociation entre le nom d'auteur, l'identité que l'auteur se crée, et puis sa biographie personnelle. Et en même temps, c'est intéressant de voir que souvent les pseudonymes ou les noms d'auteurs que les auteurs se choisissent ont quelque chose à voir avec leur histoire familiale. Par exemple, vous savez peut-être que Céline, en fait, c'est le pseudonyme de Louis-Ferdinand Destouches, c'était le prénom de sa grand-mère. Et de même, Houellebecq, c'est le patronyme de la grand-mère de Michel Thomas. Et donc, vous voyez qu'on choisit une lignée contre une autre, mais ça a quand même à voir avec l'histoire familiale. Donc, l'identification de l'auteur et de l'œuvre passe par le nom propre, et il y a 3 dimensions de cette identification que je vais expliciter maintenant, que je propose en tout cas de penser. Je vais expliquer les termes, et le rapport métonymique, le rapport de ressemblance et le rapport de causalité ou d'intentionnalité. Alors, le rapport métonymique, c'est tout simplement le nom d'auteur devient une sorte de métonymie pour désigner
toutes les œuvres de cet auteur. Ce que je disais tout à l'heure, Flaubert est l'auteur de Madame Bovary, de l'éducation sentimentale, de Sentimental Education, toutes les traductions, etc. Donc quand on dit Flaubert, en fait, c'est une sorte de raccourci qui fait émerger tous ces noms et tous ces livres, et c'est le nom qui englobe en fait cette œuvre. Polanski, c'est l'auteur du Locataire, de Thèse, de J'accuse, voilà. Donc l'usage du nom de l'auteur comme étiquette désignant l'ensemble de son œuvre reflète l'idée que l'œuvre constitue un tout doté d'une cohérence du fait de son inscription dans un projet créateur. Ça, c'est vraiment la construction romantique de la figure de l'écrivain. Et c'est pourquoi la publication d'œuvres complètes d'un auteur constitue une phase cruciale dans le processus de consécration et de canonisation d'un auteur. On parle de canonisation comme en religion pour la littérature, parce que c'est une forme de... il y a eu un transfert, en fait, de la dimension religieuse, de la sacralisation de la religion à la culture, à l'ère moderne. En même temps, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, cette cohérence de l'œuvre n'est jamais complète, et en premier lieu se pose la question de son périmètre, et puis celle de son unité. Alors tout d'abord, il y a des limites à l'identification entre l'auteur et son œuvre. Il y a d'abord une instabilité du périmètre de l'œuvre. Il y a des faux. Il y a des faux en peinture, c'est bien connu. Il y a aussi des faux en littérature. Par exemple, il y avait un faux fameux de Rimbaud qui s'appelait La chasse spirituelle, et tout le milieu littéraire pensait que c'était vraiment de Rimbaud jusqu'au jour où on a compris que ça ne l'était pas. Et puis, il y a des productions dont l'auteur va dénier ou renier la paternité, des choses qu'il a pu publier sous pseudonyme ou de manière anonyme. Et puis, dans la loi, en fait, la loi sur le droit d'auteur, il y a le droit au repentir. C'est-à-dire qu'on a le droit de retirer certaines de ses œuvres de la circulation. Et par exemple, les pamphlets de Céline, c'est Céline qui ne voulait pas les rééditer. Parce que, autant quand il les a publiés dans les années 30, c'était quelque chose qui n'était pas du tout interdit et qui lui faisait accroître sa notoriété, autant après la guerre, c'est quelque chose qui nuisait à sa réputation d'écrivain, et donc il a préféré les retirer de la circulation. Puis il y a les œuvres retouchées, qui posent la question de quel est l'original. Aragon, par exemple, dans les œuvres croisées, il a réécrit des passages. Donc, quel est l'original? Est-ce que c'est la première édition? Est-ce que c'est l'œuvre réécrite par l'auteur? Et puis, il y a des inédits. Et il y a des inédits. Il y a une extension, en fait, du périmètre de l'œuvre. Alors, récemment, on a commencé à publier les cahiers noirs de Heidegger, le philosophe allemand qui avait adhéré au nazisme. Mais en fait, les Heideggeriens, les défenseurs de Heidegger ont toujours dit que l'œuvre philosophique n'avait rien à voir avec ses idées pro-nazis. Et en même temps, maintenant que sont sortis les cahiers noirs, on voit que son antisémitisme est inscrit dans l'œuvre même. Vraiment, il y a des passages noir sur blanc au cœur de ce nouveau cheminement intellectuel qu'il entreprend dans les années 30. Et donc là, vous voyez que ça brouille les frontières que ces exégètes tentaient de maintenir entre l'œuvre et la personne. Donc ça, c'est pour l'instabilité du périmètre de l'œuvre. Et puis, il y a la question de l'unité de l'œuvre. L'œuvre est associée à un style. Les auteurs modernes, on pense la manière, le style que désigne le nom de l'auteur. Par exemple, on va parler du réalisme magique de Gabriel García Márquez. Et donc, c'est imputé à un projet créateur, ce style. Et donc... on l'impute à des œuvres qui, souvent, n'ont pas forcément été conçues par rapport à un projet créateur, mais c'est souvent des constructions rétrospectives dont témoigne la nécessité de les délimiter ou de périodiser en cas de changement de style. Par exemple, on a tous en tête que Picasso a eu une période bleue, une période rose et une période cubiste. Il change de style. Donc, voilà. Donc, on doit diviser l'œuvre par rapport à des périodes où, chez Heidegger, c'est avant et après le tournant, le Kehre. Les pamphlets de Céline, comme je disais, ça pose la question de savoir est-ce qu'ils font partie de l'œuvre ou non. Comme je le disais, il les en avait il les en a écartés après les avoir conçus comme faisant partie de l'œuvre. Donc vous voyez que sa stratégie d'auteur, elle varie selon l'ère du temps. Avant la guerre, c'est rentable, et après la guerre, ça ne l'est plus. Alors, autre exemple...
c'est Émile Nolde, je pense que vous connaissez peut-être cet artiste qui était un peu une figure de l'art dégénéré, attaqué par le nazisme en tant que... Donc le tableau que vous voyez en haut à gauche, il figurait dans la fameuse exposition de l'art dégénéré mise en place par les nazis pour montrer voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc, Nolde paraissait, s'était construit une sorte de réputation de victime du nazisme. Or, récemment, on a découvert en fait qu'il avait tenté de se faire reconnaître par le régime nazi et qu'il avait une série de productions où on voyait qu'il essayait de plaire en fait à Hitler. Il n'a jamais réussi, mais vous voyez cette lettre, par exemple, qu'il envoie pour donner des sortes de gages d'antisémitisme pour arriver à se faire reconnaître. Et ce qui est intéressant, ce que je vous montre ça, parce que si vous regardez les thèmes habituels donc là, vous voyez les thèmes chrétiens, parce qu'il était catholique. Et en fait, pour plaire aux nazis, il va changer sa manière et il va adopter des thèmes plus nordiques, de vikings, parce que les thèmes chrétiens, c'était pas tout à fait ce qui intéressait le régime nazi. Donc vous voyez qu'on peut changer aussi de style pour plaire, pour s'adapter à une demande ou à des puissants du jour. Voilà. Et donc là, ça remet aussi en cause la question de la cohérence, de l'unité du style et de l'œuvre. Alors ces deux cas nous conduisent à la question de la ressemblance. Donc le rapport de ressemblance entre l'auteur et l'œuvre, on peut dire un rapport métaphorique entre l'auteur et l'œuvre, on présuppose que la morale de l'œuvre est liée à la moralité de l'auteur. Mais en fait, l'identification entre l'auteur et l'œuvre trouve ses limites dans la démarcation en littérature entre l'auteur et ses personnages, voire dans la littérature moderne, entre l'auteur, le narrateur et ses personnages. Donc le passage entre Balzac et Flaubert, si vous voulez, Balzac, lui, jugeait ses personnages, il intervient, il vous parle directement à vous, lecteurs, à nous, lecteurs, lectrices. Flaubert, lui, il n'intervient pas, et il a une sorte de narrateur impassible, comme ça, distant, un peu légèrement ironique, qui ne prend pas parti, qui ne condamne pas Emma Bovary pour son adultère. Et donc c'est ce qui lui a valu un procès, parce que ça paraissait ambigu, parce que l'auteur ne prenait pas parti de manière tranchée. Mais justement, ces techniques narratives, ça a été une manière pour l'auteur de dire c'est au public de se faire son jugement, ce que va dire aussi Zola. Moi, je ne suis pas là pour dicter, pour donner des consignes et des jugements. C'est au public, au lecteur de juger. Et par ailleurs, moi, en tant qu'écrivain, je dois décrire ce qui se passe dans la réalité. Si je vais cacher le fait qu'il y a de l'adultère dans la société, ça va être de l'hypocrisie bourgeoise. Balzac disait ça aussi. Donc on ne peut pas cacher des thèmes au prétexte que ça serait choquant. Et donc à partir de là, ça instaure aussi une distinction entre représentation et apologie. Donc ce n'est pas la même chose de représenter l'adultère que de magnifier, c'est ce que lui reprochait le procureur Pinard, que magnifier l'adultère. Ça va être important, cette question, on va le voir par rapport aux questions de pédophilie. En tout cas, c'est intéressant de voir que le rapport entre l'œuvre et la biographie de l'auteur, c'est un espace de possibles très divers, un espace de jeu pour l'auteur et un espace interprétatif quant au rapport entre l'œuvre et la vie. Parce que dans les genres autobiographiques, le journal intime, l'autobiographie, même dans l'autofiction, là, le rapport à la biographie de l'auteur est assumé, revendiqué, tandis que dans la fiction, ce rapport est toujours masqué à cause de cette démarcation entre auteur, narrateur et personnage. Alors c'est intéressant parce que Flaubert a dit aussi Madame Bovary c'est moi. Alors évidemment on glose, il aurait dit, on n'est pas sûr. Alors qu'est-ce que ça veut dire de dire Madame Bovary c'est moi, donc voilà, ça, vous voyez, ça ouvre un jeu d'interprétation parce qu'évidemment quel rapport entre Flaubert et cette petite bourgeoise de province élevée dans un couvent et qui a un rapport au livre tellement immédiat qu'elle est incapable de distance en fait. Enfin voilà.
Voilà, donc il y a toutes sortes de manières de distancier. Flaubert, par exemple, lui, c'est un peu la posture du savant, hein, qui regarde de l'extérieur et qui analyse. Il peut y avoir l'ironie chez lui, on trouve ça aussi. Il peut y avoir toutes sortes de postures du narrateur par rapport à l'auteur. Si je parle donc du premier genre où il n'y a pas de différenciation, donc l'écriture de soi, alors on a plusieurs genres. On a le journal intime. Et le journal intime, il pose justement la question de ce rapport immédiat, puisque là, il n'y a pas de discussion, hein, sauf quand c'est un journal imaginaire, un procédé fictionnel, mais sinon, le journal intime de l'auteur, c'est l'auteur qui l'écrit. Et c'est pour ça que s'est posé la question à propos de Gabriel Matzneff, puisque ce qu'on appelle l'œuvre de Matzneff, l'œuvre littéraire de Matzneff, c'est en fait, pour la plus grosse partie de ça, c'est pas de la fiction, c'est des journaux intimes, des écrits de soi, où il raconte, entre autres, ses ébats avec des fillettes de 13-14 ans. Voilà. Et donc, et en fait, il exhibe en les magnifiant des actes qui caractérisaient de pédocriminalité. Par exemple, La prunelle de mes yeux en 93, qui est le récit de son histoire avec Vanessa Springora. Alors, il a fallu attendre que Vanessa Springora publie son livre Le consentement, qui est un livre où elle raconte en fait cette histoire avec Matzneff de son point de vue à elle, une histoire qui est je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu ce livre, c'est un livre très intéressant parce qu'il s'intitule Le consentement, mais en fait il interroge la notion de consentement. Qu'est-ce que ça veut dire consentement pour une petite fille de 13 ans qui à la fois veut et désire cette relation avec cet homme et en même temps est complètement sous son emprise. Et donc elle décrit très bien cette tension entre la volonté de la gamine et en fait l'emprise qu'elle subit de la part de cet homme. Et alors il a fallu ce témoignage pour que tout d'un coup, enfin, l'apologie de la pédophilie, c'est quelque chose qui est proscrit par la loi. Donc, normalement, ces livres n'auraient pas dû paraître. Donc, il y avait une forme de tolérance pendant 3-4 décennies à l'égard des écrits de Matzneff. Et c'est quand Vanessa Springora donc, qui a publié le consentement que, d'une part, il y a eu ouverture d'informations par le parquet, sachant que les affaires de pédocriminalité sont prescrites, mais on peut quand même ouvrir une information. Et donc là, on attend le procès. Et en même temps, à ce moment-là, donc c'est une enquête de viol sur mineur, et à ce moment-là, Gallimard, qui est l'éditeur de Matzneff, a décidé aussi de retirer les journaux de Matzneff de la circulation, de la vente. Voilà. C'est quelque chose que Vanessa Springora, elle était la première surprise, elle n'avait pas demandé. Mais donc, vous voyez que là, la question de la forme du journal intime, il aurait écrit une fiction, ça aurait été plus compliqué, même si dans les cas de pédocriminalité, en fait, on cherche toujours de voir si ça renvoie à des histoires vraies, parce qu'on cherche des indications de la véracité. Il y avait eu l'affaire Rose Bonbon, qui est une fiction complète, et l'auteur n'a absolument rien à voir avec ce qu'il raconte, mais il avait subi un interrogatoire pour savoir s'il connaissait un pédophile, en fait. Voilà. Mais on peut voir aussi la différence entre ces livres de Matzneff et Lolita de Nabokov, par exemple, qui est l'histoire d'un pédophile, mais qui est une fiction, et où en fait il n'y a pas de, ses actions ne sont pas magnifiées. C'est un personnage trouble, moralement trouble, et donc il fait passer ça à la lecture. Donc il représente sans faire l'apologie, hein, vous voyez la différence. Tandis que Matzneff, non seulement il représente, raconte, mais en plus il fait l'apologie.
Voilà, alors il y a d'autres types d'écrits de soi, hein. Il y a l'autobiographie, donc là il y a le recul en général du temps, hein. On raconte sa vie souvent jeune, hein. Il y avait Si le grain ne meurt de Gide, qui était une autobiographie qui parlait de son homosexualité à une époque où c'était complètement tabou. Il y a évidemment Didier Ribon, Édouard Louis. Et puis, il y a l'autofiction aussi oui, il faut que je cite aussi, bien sûr, Annie Ernaux. Dans l'écriture, elle parle de autosocio-analyse, hein, donc l'écriture de soi. Donc là, il y a identité entre pas ses premiers romans, hein, Les Armoires vides, c'est une fiction, elle déplace, c'est une fiction autobiographique, mais c'était une fiction, tandis qu'à partir de la place, elle décide d'écrire sa vie, hein, vraiment de parler de sa vie, et elle assume le fait de parler de sa vie avec toute l'éthique requise que ça comporte. Mais il y a aussi la forme de l'autofiction qui s'est beaucoup développée et dont, par exemple, Camille Laurence est une des représentantes aujourd'hui. Voilà. Donc là, la question de la ressemblance, autant elle est évidente quand il s'agit d'écrits de soi, autant quand on parle de fiction, de roman, ça devient compliqué d'imputer les actes ou les pensées aux auteurs. Et ça, c'est important parce que dans les procès, évidemment, on va se poser la question de qui parle et au nom de qui. Alors, je voulais prendre l'exemple de Houellebecq, où là, on voit l'ambiguïté du jeu qu'on peut avoir avec la dimension fictionnelle. Justement, Houellebecq, il utilise la fiction pour faire passer des messages qui sont proscrits dans l'espace public. Donc, par exemple, des condamnations de l'islam ou des propos sexistes. Et donc, il utilise en fait la fiction, mais sans jamais revendiquer lui-même en fait ses propos, sauf que il lâche de temps en temps quelque chose dans les médias qui fait que on va pouvoir rapprocher la fiction de ce qu'il pense, mais sans qu'il n'assume jamais en fait les discours qui passent dans la fiction. Alors c'est intéressant de voir par exemple dans le cas de son roman Plateforme, que ça a été analysé par un collègue, Jérôme Mézot, qui montre bien que en fait il n'y a pas de contre-discours, hein. On peut exprimer tous les positions, les opinions dans un roman, mais souvent il y a une technique pour placer des contre-discours. Par exemple, il y a quelqu'un qui va critiquer l'islam, quelqu'un d'autre qui va tempérer par exemple ce propos. Donc il y a des manières en fait de narrer qui orientent idéologiquement la lecture. Et voilà. Et donc, il montre qu'en fait, c'est un roman à thèse islamophobe, mais avec toujours ce deuxième degré qu'il y a chez Houellebecq, qui fait qu'on peut le lire comme un pastiche de roman à thèse, et donc où il n'y a pas de prise de position réelle. Et Houellebecq se défausse de toute responsabilité. Il se défend d'être un auteur ou un intellectuel engagé. Il dit: me demander un avis sur un sujet quand on me connaît, c'est absurde parce que je change d'avis assez fréquemment. Cela dit, sur l'islam, on peut dire qu'il n'a pas beaucoup changé d'avis. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que ça peut donner lieu en fait à des stratégies, mais aussi le fait que l'univers fictionnel soit clos et qu'on ne puisse pas imputer les idées des romans à l'auteur peut être remis en cause par justement des allusions de l'auteur, et c'est toujours l'auteur qui rappelle le lien qu'il peut y avoir entre lui et son roman. Alors bon, dans ce cas-là, évidemment, son personnage s'appelle Michel, et donc il a quelques attributs qui ressemblent à Houellebecq, mais d'autres qui l'en différencient, donc on ne peut pas dire
ce personnage, c'est Houellebecq, bien sûr. Et en même temps, quand il lâche sa petite phrase là dans la presse, l'islam est la religion la plus con, à ce moment-là, qui lui a valu un procès, à ce moment-là, évidemment, il crée une relation entre ce qu'il déclare, ses déclarations, et l'univers moral du roman. Alors on peut prendre l'exemple aussi de Polanski, qui est différent, parce que en même temps il y a une stratégie un peu comparable. Donc c'est complètement distinct du cas de Houellebecq, ça n'a rien à voir. Houellebecq n'a pas commis d'acte qu'on peut reprocher en tant que tel. Et donc là, dans le cas de Polanski, donc son film J'accuse n'avait rien à voir avec les actes qu'il a commis, hein, les actes de pédocriminalité. Mais lors d'un entretien avec Pascal Bruckner, qui était joint au dossier de presse, dans la présentation du film, il a suggéré une analogie entre, alors c'est Pascal Bruckner qui lui suggère, une analogie entre l'affaire Dreyfus et sa propre situation, quelque chose autour de l'innocence. Alors là, c'est évidemment, les bras vous en tombent, parce que bon, l'analogie ne concerne pas les actes, hein, ce film ne traite pas donc de pédocriminalité, ni de viol, ni les opinions de l'auteur. C'est un film qui traite de l'antisémitisme supposé, en fait, enfin de l'antisémitisme contre le capitaine Dreyfus, et de comment en fait a été révélé et comment a été mené le combat pour l'innocence de Dreyfus. Mais ce que Polanski suggère, en fait, c'est qu'il y aurait un lien entre des choses qu'il a vécues et cette histoire. Et alors là, c'est très étrange, parce que bon, Polanski, lui, il a été condamné pour un crime qu'il a reconnu, qui n'a rien à voir avec le crime de trahison qui a été reproché faussement à Dreyfus. Et donc, on peut se demander, mais de quoi il parle, quoi. Donc, c'est assez choquant comme rapprochement. Ça laisse aussi un peu... ça insinue un peu des attaques qu'on a entendues, comme quoi le fait de lui reprocher ses actes, ça serait lié à l'antisémitisme. Je ne vois pas très bien le rapport, mais en tout cas, ça a été suggéré dans la presse en défense de Polanski, et donc voilà. Et donc, il y a eu ce. Alors après, il s'est dédié, il a dit non, mais j'ai jamais dit ça. Après, ailleurs, il a dit oui, il a dit ça. Bon, bref, ce sont des stratégies d'auteur dans la presse, mais c'est juste pour vous montrer. En fait, que contre ceux qui pensent qu'on peut analyser la fiction que de l'intérieur, qu'elle-même s'éclaire des stratégies de l'auteur dans l'espace public et d'éléments biographiques. Alors, je reviendrai sur la question du prix, hein, du César, parce que ça, c'est plutôt lié à la deuxième partie. Je voudrais évoquer, donc là, je suis encore dans le rapport, la ressemblance entre l'auteur et l'œuvre. Alors je voudrais, oui, et puis évidemment, bien sûr qu'il y a un lien entre, que l'intérêt de Polanski pour l'affaire Dreyfus est lié à ses origines juives, à son parcours aussi de rescapé de la Shoah, bien sûr. Mais la question de l'innocence qui est suggérée, elle est problématique. Alors, je voulais encore mentionner le cas de Wagner. Comme vous voyez, ce ne sont pas des affaires récentes, hein, puisque Wagner, c'est une affaire comme Heidegger qui dure depuis très longtemps. Et donc son cas, c'est également révélateur de la ressemblance morale entre l'auteur et son œuvre, y compris dans cet art en principe plus abstrait qu'est la musique, alors même que son œuvre musicale avait été soigneusement dissociée de ses convictions antisémites depuis l'après-guerre. En fait, cette séparation a été remise en cause par des chercheurs. D'abord, c'est Adorno qui a déjà signalé que les personnages repoussants de son œuvre, Alberich, Mime, Beckmesser, étaient des caricatures de juifs. Et puis, un musicologue, Jean-Jacques Nattiez, récemment, a démontré que c'est non seulement le cas dans les opéras, comme les Maîtres chanteurs ou Parsifal, mais aussi la musique de la tétralogie qui véhicule des messages antisémites.
Et selon Natiez, et donc une analyse vraiment musicologique, selon Natiez, en fait, l'antisémitisme de Wagner était étroitement imbriqué à sa stratégie dans le champ musical, parce que son antisémitisme vise en particulier deux concurrents qu'il admire et jalouse à la fois, qui sont Félix Mendelssohn et Giacomo Meyerbeer. Il se trouve que les deux, en plus, l'ont aidé dans sa carrière, mais voilà. Et donc, il publie ce fameux pamphlet « Les Juifs dans la musique », une première fois sous pseudonyme, et puis il le republiera sous son nom propre plus tard, ce qui veut dire qu'il l'assume comme faisant partie de son œuvre. Ça n'a pas été recueilli dans les œuvres complètes de Wagner, et c'est intéressant aussi qu'on ait décidé de séparer en fait ce texte de l'œuvre. Voilà, donc vous voyez que le degré de ressemblance entre l'œuvre et son auteur varie, mais prend surtout des formes plus ou moins transparentes et assumées. Donc ça ouvre un espace interprétatif que seul le recours à des éléments externes à l'œuvre permet de déterminer. Voilà, donc c'est à la fois la trajectoire, le parcours de l'auteur, mais aussi l'espace des possibles dans lequel il s'inscrit, ce que Pierre Bourdieu appelle le champ de production culturelle, c'est-à-dire la manière dont les formes, par exemple, est-ce qu'on va écrire de la poésie rimée ou non rimée, se présentent à l'auteur quand il arrive dans le chant. Au XIXe siècle, quand on veut devenir poète, on fait des rimes. Au XXe siècle, fin du XXe siècle, il ne faut surtout pas faire de rimes. Enfin voilà. Voilà. Donc oui, et donc il y a ce rapport entre la trajectoire et l'œuvre. Alors l'œuvre, elle est redevable pas seulement à l'histoire de la biographie singulière, individuelle de l'auteur, elle est aussi redevable à cet espace des possibles. On ne peut pas réduire l'œuvre simplement à la biographie. Mais en même temps, la morale de l'œuvre renvoie quand même aux dispositions éthico-politiques profondes de l'auteur, qui sont plus ou moins euphémisées ou sublimées dans ce processus de mise en forme, selon la double stratégie de l'auteur dans l'espace public et dans l'œuvre. Alors c'est intéressant parce que Bourdieu avait écrit un livre sur Heidegger en 88, au moment de la énième polémique sur Heidegger. Et c'est très intéressant parce que dans ce livre, il détecte tous les thèmes, y compris l'antisémitisme, que les exégètes refusaient de voir dans l'œuvre. Et donc, il ne connaissait pas les cahiers noirs. Ils n'étaient pas parus à l'époque. Il ne pouvait pas avoir connaissance de ces livres. Et en même temps, son analyse, elle tient avec les cahiers noirs parce qu'il a fait une analyse suffisamment fine. Et il connaissait Heidegger dans le texte. Il était formé en philosophie avant de devenir sociologue. Il a fait une lecture assez fine qui lui permettait de voir comment, dans l'œuvre, il y avait à la fois les idées de la révolution conservatrice en Allemagne dans l'entre-deux-guerres, mais comment ces idées étaient métamorphosées par les concepts philosophiques. Elles étaient là et en même temps, elles étaient là métamorphosées. Voilà. Alors, je voulais aussi donner le cas de... alors, où est-ce qu'il est passé ? Voilà, de Orelsan. Parce que justement, Orelsan a argué de la fiction quand il a été attaqué par des associations, enfin des groupes féministes en justice pour ses propos. Donc dans un certain nombre de chansons, en fait, il tient des propos violents à l'égard des femmes, et notamment il y a cette chanson où il se fait passer pour un homme ivre qui rentre chez lui et qui trouve sa femme avec un autre homme et qui a des pulsions de meurtrière à l'égard de sa femme et qui tient des propos meurtriers. Y compris « Je vais te Marie-Trintigney », qui est quand même... dit quelque chose il me semble, assez... enfin, qui peut rendre perplexe, parce que Bernard Cantat a tué Marie Trintignant de manière involontaire, en la frappant, mais il n'avait pas l'intention de la tuer. Et tout d'un coup, « Je vais te Marie Trintigney », c'est de faire de ça un emblème et un acte qu'on veut montrer en exemple. Or...
Bon, il a finalement été relaxé par la cour d'appel au nom de la fiction et au nom aussi de ce jugement qui peut laisser ceux qui connaissent un peu le rap un peu aussi perplexes, parce que c'est quand même très très mal connaître cette musique que d'écrire ça, parce qu'il y a quand même un chant du rap, comme dirait Bourdieu. Enfin, il y a quand même un rap plus moral, il y a enfin, voilà, un rap plus politique, donc il y a une diversité de positions, hein, dans le rap. Mais c'est en fait la représentation qu'ont les juges du rap. Hein, l'arrêt de la cour d'appel dit Orelsan dépeint sans doute à partir de ses propres tourments et errements une jeunesse désenchantée, incomprise des adultes, en proie au mal-être, à l'angoisse d'un avenir incertain, aux frustrations, à la solitude sociale, sentimentale et sexuelle. Et donc il dit que les propos de ces personnages sont également le reflet du malaise d'une génération sans repères, notamment dans les relations hommes-femmes. Bon. Je ne sais pas si c'est une génération sans repères. Je trouve qu'elle a plus de repères qu'on pouvait en avoir dans notre génération, mais voilà. Et vous voyez que l'avis des féministes, de Nadia Dam dans Slate, dit « La justice valide l'indulgence bonhomme pour les violences faites aux femmes et l'excuse vaseuse de la fiction ». Donc là, en fait, vous voyez, de dire « Au nom de la fiction, on laisse passer des discours ». Alors, bon, je reviendrai sur la question du message dans le cas de Orelsan, mais c'est vrai, c'est une fiction. C'est vrai que bon, quand il chante cette chanson, le public n'est pas dupe. Personne ne pense qu'il est en train de rentrer chez lui et en train de tuer sa femme, et personne ne pense qu'il a voilà. Et en même temps, on peut s'interroger sur les formes de complaisance qu'il y a à l'égard de cette violence. Enfin, de qu'est-ce que ça crée. Alors, c'est toujours la question qu'on pose. Là, je bascule déjà dans la partie suivante, qui est celle des effets, hein, celle des conséquences. Mais on peut s'interroger justement sur le processus de réception. Et je vais y revenir. Voilà. Et donc ça, c'est la troisième dimension, c'est qu'on pense que l'auteur est la cause de son œuvre, la cause en tant qu'ayant l'intention de cette œuvre, hein, parce que bon, il y a un débat dans les sciences sociales, je vais vous épargner ça, mais est-ce que on parle de cause ou d'intention? La cause, ça serait quelque chose qui serait plus, on dit pour les sciences de la nature, ça serait externel à l'homme, alors que les êtres humains ont des intentions et agissent en fonction de leurs actes. Bon, après, on peut résoudre ça en disant oui, mais en fait, les intentions sont aussi des causes et s'enchaînent dans une série de causes. Mais ce qui est intéressant, c'est le rapport justement entre l'intention et la réception. Alors, déjà, il y a des limites de l'imputation. Comme tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des limites à l'identification de l'auteur et l'œuvre du point de vue de la ressemblance, du point de vue aussi du périmètre de l'œuvre. Ben, là aussi, il y a des limites de l'imputation intentionnelle. D'abord, il y a la dénégation de l'intention. Donc, moi, j'ai travaillé dans un autre livre, là, des mots qui tuent, sur les procès de l'épuration après la guerre, hein, procès des intellectuels qui avaient collaboré avec les Allemands, avec l'occupant. Et bon, il y a un certain nombre de ces intellectuels qui disaient j'ai fait une erreur, j'avais pas l'intention de, etc., etc. Bon, on peut s'interroger sur qu'est-ce que veut dire le droit à l'erreur quand on parle d'un engagement, hein, ou quand Rebatté écrit mort aux Juifs au moment où il y a des rafles et des déportations. Qu'est-ce que ça veut dire de faire une erreur? Bon, voilà, on peut s'interroger là-dessus. Mais il y a des auteurs qui ont dit ah, mais j'étais influencé par un tel ou par un tel. Voilà, donc on peut nier l'intention ou on peut nier la responsabilité, se défausser ou atténuer, tenter d'atténuer sa responsabilité par rapport à des œuvres ou des écrits. Mais moi, ce qui m'intéresse plus ici, c'est la question de l'appropriation de l'œuvre de la réception et de l'appropriation de l'œuvre par le public. Et là, je voulais évoquer, je ne sais pas si vous avez eu connaissance de cette performance de Brett Bailey, Exhibit B, qui était en fait une performance qui reconstituait les zoos humains de l'entre-deux-guerres,
Donc, quand dans les expositions coloniales, on constituait des os humains, on prenait des colonisés et on les mettait dans des postures comme si c'était des animaux, hein, vous voyez là, à droite. Voilà. Alors, bon, moi, il se trouve que j'avais vu cette performance à Avignon quand elle est parue la première fois en France. Il n'y avait aucun doute sur le message, il n'y avait aucune ambiguïté, contrairement à ce qu'on peut dire sur Orelsan. Là, il n'y avait pas d'ambiguïté, c'est-à-dire que en fait, vous voyez le regard de la femme dans le miroir. Tous les acteurs qui étaient dans ces positions regardaient le public d'une manière accusatrice et aussi avec une certaine agressivité, reproche, et ça se terminait sur les migrants renvoyés dans les avions et donc sur la dimension postcoloniale de manière très claire. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté quant au message. Et on sortait de la performance et il y avait les acteurs expliqués il y avait sur le mur des écrits des acteurs qui expliquaient pourquoi ils avaient accepté de performer ça. Et puis, quand c'est arrivé à Londres, là, il y a eu des manifestations très importantes hors de la performance, par des associations qui, notamment, enfin la plupart n'avaient pas vu la performance, et qui protestaient contre, au point, je pense que ça avait été arrêté, suspendu. Et puis c'est venu en Seine-Saint-Denis, et pareil, vous voyez là des manifestations. Donc il y a eu deux types d'arguments. D'un côté, c'était l'argument de l'appropriation culturelle, touche pas à mon histoire, et de l'autre côté, c'était l'argument on remet de nouveau les colonisés, les Noirs, dans des postures, des positions humiliantes, passives, comme s'ils ne s'étaient pas rebellés. Voilà. Alors, je vous ai raconté la manière dont moi j'ai perçu cette performance, exprès pour vous dire que, bon, voilà, je pense que il n'y avait pas de complaisance ni d'ambiguïté dans le message. Et en même temps, c'est vrai que les protestations faisaient entendre quelque chose. Alors, bon, on a hurlé à la censure, etc. Mais elles faisaient entendre un certain nombre de choses. C'est vrai que d'abord, performer ça en Seine-Saint-Denis et Avignon, c'est pas la même chose. C'est pas le même public, c'est pas le même environnement. Qui est le public qui est dans la salle en Seine-Saint-Denis? Il y a un écart entre le public qui est dans la salle et le public qui vit autour. Enfin, le public, les résidents. Et puis, il y a aussi, parmi les protestations, il y avait le fait de dire, alors c'était le troisième argument, de dire, oui, mais en fait, il n'y a jamais d'acteurs, les acteurs noirs sont sous-représentés dans le théâtre, ils sont sous-représentés parmi les metteurs en scène. Donc ça, c'était des arguments qui étaient, à mon avis, enfin, qui faisait sens de soulever dans l'espace public. Voilà. Donc, il y a eu cette affaire-là, où vous voyez que là, il y a un décalage entre la réception et le message, l'intentionnalité de l'auteur. Bon, Orelsan, j'en ai déjà parlé, hein, donc là, de nouveau, bon, là, il n'y a pas trop de décalage et on peut s'interroger plus sur la question de la complaisance par rapport au discours et au personnage. C'est vrai que dans le cas d'un chanteur, en fait, qui joue un personnage, c'est son corps, c'est pas la différence. Un écrivain qui écrit, qui met un narrateur, il peut dire c'est pas moi, mais là, c'est lui qui performe, c'est son corps qui joue et qui dit je dans le personnage. Donc il y a effectivement une forte identification entre le personnage mais ça n'empêche pas de jouer évidemment des personnages de fiction, sinon tous les comédiens seraient identifiés à leur rôle. Voilà. Je dis juste un mot de Freeze Corleone. Je ne sais pas si j'essaie de pas trop en parler d'habitude pour ne pas. Il n'est pas dans mon livre parce que c'est survenu après. Mais je pense que ce cas est intéressant. Je ne veux pas lui faire de publicité, mais ce cas est intéressant parce que du coup, il fait des espèces de collages de discours où on ne sait pas qui parle. En fait, c'est comme si c'était des discours dans l'espace public. C'est assez typique des discours négationnistes. Voilà, donc, mais là de nouveau, on peut interroger en fait la question de l'intentionnalité, la causalité et qui parle.
Voilà, alors je vais aller plus vite là sur la suite, sur la deuxième partie en fait, où en fait je traite des cas. Mais là, ce que je voudrais, c'est essayer d'interroger en fait la manière dont on peut les comparer entre eux. Donc, les polémiques autour de Polanski et de Handke, qui fait l'objet d'un chapitre. Donc, Handke, l'écrivain autrichien qui a eu le prix Nobel de littérature, et il y a eu des protestations, notamment parce qu'il a pris il a pris des positions pro-serbes pendant la guerre d'ex-Yougoslavie, et il y avait notamment le jour du Nobel des manifestations des veuves de Srebrenica, donc le lieu où a été commis un massacre, 8000 hommes ont été tués. Bon, je reviendrai sur cette affaire et on peut rediscuter. Je le traite quand même un petit peu à part et je peux expliquer pourquoi. En tout cas, les polémiques autour de Polanski, Handke et d'autres cas ont soulevé deux interrogations. Faut-il censurer les auteurs en raison de leur conduite en tant que personne ? Peut-on les récompenser pour leur œuvre sans tenir compte des agissements ou attitudes de la personne ? Et ces questions, évidemment, se sont aussi posées pour des figures consacrées comme Heidegger, Gauguin ou Nolde, dont les engagements passés étaient méconnus ou sous-estimés. Doit-on procéder à une réévaluation du canon ? Et nombre d'intervenants dans ces affaires se sont exprimés en faveur de la dissociation entre la personne et l'œuvre, quand d'autres ont avancé leur inséparabilité. Or, ceux qui disaient qu'ils ne sont pas séparables, donc on ne peut pas les dissocier, n'ont pas eu de mal à contester la distinction en s'appuyant sur les auteurs eux-mêmes. On l'a vu dans le cas de Polanski, par exemple. Par conséquent, donc l'auteur rappelle toujours qu'il y a un rapport entre l'œuvre et sa vie. Par conséquent, les débats ne se résument pas à cette opposition. Ils ont aussi porté sur la nature des actes commis, y compris les actes de langage. J'utilise la notion du philosophe John Austin, qui parle de speech acts, actes de langage. Et donc il y a les débats, ils portent aussi sur la nature des actes commis et leur rapport avec l'œuvre. Et c'est dès lors, au nom de la liberté de l'art ou de l'autonomie de la philosophie, qu'est revendiquée la dissociation entre l'auteur et l'œuvre, suivant l'idée que la qualité de l'œuvre serait sans rapport avec la morale de l'auteur. Et en fait, les protestations de l'autre camp sont renvoyées à ce que Nietzsche définit comme la moraline. Alors ces affaires, où on retrouve sous des formes diverses les trois composantes des scandales, violation des normes, révélation et indignation, ont tout en commun la problématique du rapport entre la morale de l'auteur et la morale de l'œuvre. Ces luttes mettent aux prises des intellectuels, des artistes, des intermédiaires culturels, des critiques, des associations, des représentants politiques et des juristes. Et une des particularités de ces affaires, c'était la mobilisation collective. Ça, c'est assez intéressant. Mobilisation collective d'intellectuels sous forme de pétitions, de déclarations communes. Par exemple, la pétition de la section états-unienne du Pen Club contre le Nobel à Peter Handke. C'est la première fois que donc le Pen Club, c'est l'organisation internationale des écrivains, et elle a une section par pays, et la section américaine a signé une pétition, a fait une pétition contre un prix Nobel de littérature. Ça, c'était du jamais vu. Il y a eu aussi en France, avant, quand il y avait eu des affaires avec Handke, déjà, au moment de ses engagements, des pétitions aussi en sa défense de la part de traducteurs ou d'écrivains. Alors, malgré les questions communes, oui, pardon, j'aurais dû vous montrer ce slide. Non, ça va, c'est maintenant. Donc, ces affaires se différencient quand même sous trois aspects. D'abord, la nature des actes condamnés, leur gravité au regard de la loi et des opinions publiques, qui constituent autant de prises de position dans des luttes fortement médiatisées autour de la qualification de ces actes et des conséquences à en tirer. Donc, par exemple, Matzneff, lui, dit qu'il a eu des histoires d'amour avec les gamines, alors que du côté de ceux qui l'attaquent, on dit qu'il a, en fait, que c'est de la pédocriminalité. Vous voyez, donc la qualification n'est pas la même. Donc, quand on dit pédocriminalité, on qualifie un acte pour le poursuivre devant la justice.
Et donc, du coup, la question du consentement, elle est centrale, parce que s'il y a consentement, à ce moment-là, oui, c'est pas comme un viol où là, il n'y a pas de consentement, où là, c'est très clair. Donc, dans les affaires de pédocriminalité, la question de l'âge du consentement et la question de l'emprise est très importante. Voilà, donc les cas de Polanski et Matzneff concernent les comportements répréhensibles, viol, pédocriminalité. Il y a le cas de meurtre avec Cantat, même si c'est involontaire. Un autre ensemble de cas a trait aux prises de position idéologiques condamnables, donc incitation à la haine raciale, antisémitisme, adhésion au fascisme ou au nazisme. Et on s'est posé la question de que faire des révélations qui concernent les engagements de jeunesse qui ont précédé l'œuvre, dans le cas de penseurs comme, il y a les cas de Maurice Blanchot, Paul de Man, Hans Robert Jauss, ou encore Günter Grass, qui a révélé lui-même à la fin de sa vie, à la fin de son parcours, dans ses mémoires, qu'il avait été à la Waffen-SS quelques mois dans sa jeunesse, et qui est lauréat du prix Nobel de littérature, et certains de ses opposants ont dit qu'il devrait renoncer à son prix Nobel. Quelle relecture de l'œuvre philosophique de Martin Heidegger impose la publication des Cahiers noirs, ou encore que signifie d'inscrire Charles Maurras au livre des commémorations nationales. Donc Charles Maurras, qui était le leader d'Action française, la Ligue monarchiste, et un des penseurs antisémites de la première moitié du siècle, qui a influencé énormément d'intellectuels et au-delà des intellectuels, et qui a été aussi le conseiller de Pétain, et en fait il a prôné l'antisémitisme d'État qui va être mis en œuvre par le régime de Vichy. Et donc là, s'était posé la question, il y a 2-3 ans, de est-ce qu'il faut inscrire Charles Maurras au livre des commémorations nationales. Donc évidemment, il y a eu des prises de position contre, et d'ailleurs j'en ai fait partie, et donc se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de la mémoire de ces auteurs encombrants. Voilà. Et puis, donc, j'ai déjà évoqué la polémique soulevée par l'attribution du Nobel de littérature à Peter Handke en raison de son engagement pro-serbe dans la guerre d'ex-Yougoslavie. Alors, un deuxième facteur de différenciation tient au rapport entre ces actes et l'œuvre. Est-ce qu'ils sont présents dans l'œuvre et sous quelle forme ? Donc, j'ai évoqué le cas de Heidegger, où on pensait que ces opinions antisémites n'étaient pas dans l'œuvre, et puis voilà que surgissent les Cahiers noirs, et que c'est inscrit noir sur blanc, et qu'on ne peut pas l'effacer. Alors, je voudrais, pour la question des actes répréhensibles, pointer la différence entre Matzneff et Polanski, parce qu'on ne trouve pas de traces dans l'œuvre de Polanski du viol de Samantha Geimer, ni d'apologie de la pédophilie, contrairement à Matzneff, qui non seulement décrit ses ébats avec des gamines de 12 à 14 ans dans ses journaux, mais il s'en vante, il promeut ce qu'il appelle la philopédie. Or, l'apologie d'un crime, je l'ai déjà dit, comme la pédophilie est interdite, et tombe sous le coup de la loi, et Matzneff ne doit qu'à ses relations et protections d'avoir pu continuer à publier ses journaux au grand jour jusqu'à la parution du témoignage de Vanessa Springora. Alors, je voudrais ajouter quand même que Matzneff soutirait en plus à ses fillettes leurs lettres d'amour pour les publier dans ses journaux. Donc, il en tirait un double profit symbolique et économique, donc qui s'ajoutait à l'exploitation sexuelle des gamines, puisque à travers ces lettres, à la fois, c'était comme une sorte de preuve de leur consentement, et aussi un faire-valoir pour lui, combien elles étaient amoureuses de lui, voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant, si on compare à Gauguin, Gauguin, effectivement, a aussi eu des relations avec des jeunes filles à Tahiti,
profitant de sa position coloniale. Mais c'est vrai que la manière dont il peint ces jeunes filles, il leur restitue leur subjectivité, il les fait apparaître dans l'espace public d'une manière très très différente de Matzneff. Ces personnages des petites filles, elles n'ont aucune subjectivité, elles ne sont là que comme faire valoir de Matzneff lui-même. Et d'ailleurs, il est d'une violence inouïe. Je donne une citation dans son dernier journal qui a été retiré de la vente, d'une violence inouïe à l'égard de ce qu'il appelle les renégates, donc celles qui ont refusé de lui donner les lettres et qui ont renié en fait la relation avec lui. Donc au lieu de prendre conscience de peut-être que ce que lui vivait comme une histoire d'amour enchanté qu'il en avait avec 15 en même temps, mais bon, peut-être que ça n'a pas été vécu après coup pareil par ces petites filles. Au lieu de ça, il est d'une violence à leur égard, mais absolument inouïe. Alors, je voulais ajouter, avant d'en venir à l'enjeu de la consécration, un cas qui est entre les deux, donc entre Polanski, où l'œuvre ne représente pas en fait les actes, et Matzneff, où les actes sont magnifiés, glorifiés. Un cas plus ambigu, alors qui demande évidemment, qui est en cours, il n'y a pas eu encore de procès, puis c'est pas dans le livre parce que c'est arrivé, l'affaire a éclaté après, c'est l'affaire de Claude Lévesque. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cette affaire. C'est un cas intermédiaire qui est plus complexe. A priori, il n'y a pas de représentation de la pédophilie ni d'apologie inscrite dans l'œuvre. Donc, on pourrait dire que c'est plus proche du cas Polanski. Mais si les faits sont avérés, se posera quand même la question du mode de production de certaines de ces œuvres. Parce que, comme vous voyez, là en haut, Vacances au Cambodge, à gauche, c'est la photo d'un garçon. En fait, Claude Lévesque est accusé d'avoir abusé de jeunes garçons qu'il se faisait confier par les parents en gagnant leur confiance. Il les présentait comme ses apprentis, les emmenait en week-end, en vacances, et en fait, il a abusé d'eux. Donc, celui qui a révélé ça, c'est Serge Follon, c'est un artiste lui-même qui a été abusé par Claude Lévesque entre l'âge de 10 et 15 ou 17 ans, je ne sais plus. Et quand on regarde ces images, c'est très troublant parce que si on les regarde sans savoir ça, ça peut paraître assez anodin, celle de l'image en haut à gauche. Mais dès qu'on a cette histoire à l'esprit, on voit l'image différemment et on voit d'autres choses dans ces images. Et puis, il y a le fait qu'il utilisait les enfants pour introduire des mots. Vous voyez là, le chute. Il leur prenait des doudous. Il mettait les doudous. Il disait que c'était des cadeaux personnels. Voilà. Donc, évidemment, il y a présomption d'innocence. Il y a eu un manifeste une pétition dans Art Press disant qu'il y a eu une rupture de la présomption d'innocence parce que certaines institutions ont choisi de retirer de la circulation de l'exposition les œuvres de Claude Lévesque, notamment le MAMCO de Genève, qui est la ville de Serge Follon. Donc voilà, donc il y a ce débat, ces affaires se poursuivent, elles continuent, voilà. Mais en tout cas, ce cas montre encore une fois que même quand on veut séparer l'œuvre de l'artiste, ce dernier laisse toujours des traces plus ou moins cryptées de sa vie et de sa personne dans son œuvre. Voilà. Alors, s'agissant des œuvres de Claude Lévesque qui n'ont pas de rapport direct avec l'accusation de pédocriminalité, évidemment, le problème se pose différemment, mais on peut comprendre que certaines institutions préfèrent attendre une clarification pour avoir plus de recul, d'autant qu'une partie du milieu artistique était manifestement au courant et que cela pose aussi des questions, comme dans le cas de Matzneff, et ça soulève la question du rôle et de la responsabilité des intermédiaires culturels. Alors, juste, je reviens au troisième facteur de différenciation entre les cas, c'est l'enjeu de la consécration. Et là, du coup, j'en viens à la question de la récompense.
Donc le degré variable de consécration des auteurs concernés a une incidence évidemment sur le retentissement local, national ou international de la polémique et sur ses enjeux. Et donc ça peut conduire à réévaluer des auteurs canoniques ou en voie de classicisation et leur héritage intellectuel au regard des révélations. C'est le cas pour Heidegger, donc ça fait débat. Ou la remise en cause des marques de reconnaissance, prix, commémoration, j'en ai donné des exemples, aux auteurs qui sont jugés indignes, comme Polanski, qu'il s'agisse de contemporains ou qu'il s'agisse d'auteurs encombrants pour la mémoire collective. Donc j'ai évoqué la question, il a été aussi question d'inscrire Céline au livre des commémorations nationales, ça a été le cas pour Maurras aussi. Il faut savoir que Angela Merkel a décidé de décrocher le tableau d'Emile Nolde qu'elle avait dans son bureau. Donc c'était un acte fort quand cette affaire a été révélée, parce qu'évidemment, une chef d'État qui a une œuvre dans son bureau, elle se veut représentative de la culture nationale et que du coup, elle ne pouvait plus endosser la présence de cette œuvre. Alors dans tous les cas, vous voyez que c'est la consécration qui est en jeu, et les adversaires se servent de cette célébrité pour promouvoir la cause qu'ils défendent dans l'espace public. Par exemple, les féministes utilisent la notoriété de Polanski ou de Bertrand Cantat pour promouvoir la cause des femmes. Alors je dis dans le livre que ça me paraît de bonne guerre, parce que si elles ne protestaient pas à ce moment-là, eh bien, qui parlerait de la cause des femmes qui, tous les jours, sont tués, violés, agressés. Voilà. Je ne dis pas pour autant qu'il faut supprimer les œuvres, et c'est ma conclusion, en fait. La conclusion, c'est... Alors, peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ? Oui, à propos de j'aurais dû le mentionner, quand je ne suis pas revenue sur l'affaire de César de Polanski. Donc, je pense que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé. C'est que au moment où il a obtenu le César pour de la meilleure réalisation, Adèle Haenel s'est levée et est sortie avec un geste qui a fait du coup le tour du monde. Et derrière, Virginie Despentes a fait de ce geste un symbole. Désormais, on se lève et on se barre. Voilà. Alors, ni l'une ni l'autre n'ont appelé à la censure de J'accuse. Ça, c'est important. Il y a eu des groupes qui ont revendiqué que le film ne passe pas. Mais il y a une diversité de positions à ce sujet. Ce n'est pas la même chose de demander que le film soit censuré ou de dire que dans le contexte actuel où on s'interroge sur les abus sexuels dans le monde du cinéma, de la mode, du théâtre, enfin tous ces univers où en fait des jeunes filles qui veulent faire carrière sont en but, sont des proies en fait pour les hommes qui sont en place, qui ont une position dominante, et je dis aussi dans le livre que si on compare aux professions organisées dans le monde médical ou dans le monde des avocats, c'est une faute professionnelle. On n'a pas le droit d'abuser, et c'est quelque chose qui est sanctionné par l'ordre des avocats ou l'ordre des médecins, si on abuse d'une patiente ou d'une... voilà. Donc dans le milieu du cinéma, il n'y a rien de tel. Voilà. Donc, on peut se dire qu'effectivement, est-ce qu'il était approprié de donner le César à Polanski dans un contexte comme celui-là, même s'il s'agit d'une affaire de 40 ans, mais au moment où on s'interroge sur ça, ça aurait pu faire symbole. Alors, ce qui est intéressant aussi, je le dis, j'ai parlé après le livre à quelqu'un, une femme qui était parmi les votants et qui a dit, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a des milliers de votants pour les Césars, on ne sait pas très bien qui vote, et c'est des votes individuels, il n'y a pas de délibération. Et donc elle dit, en fait, le fait que le vote soit individuel fait que, quand on vote, on ne se pose pas la question de, ce qui se passe, la déontologie dans le milieu du cinéma. Moi, je me suis demandé quel était le meilleur film, la meilleure réalisation, et j'ai voté Polanski. Voilà. Voilà, donc alors la conclusion, peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ? Bon, j'ai une conclusion qui n'est pas une manière d'esquiver la question, je dis oui et
non. Je dis oui parce que, de fait, l'œuvre échappe à son auteur, elle lui échappe en partie en amont dans le processus de création, mais aussi en aval dans le processus de réception, puisque l'œuvre devient aussi ce qu'elle devient dans les appropriations qui en sont faites. C'est ce qui avait fait dire à Barthes, Roland Barthes parlait de la mort de l'auteur, de ce point de vue-là. Bon, je pense qu'il s'est trompé là-dessus, puisqu'on n'a jamais vu autant l'auteur ressurgir que depuis la mort de l'auteur. Mais ça dit quand même quelque chose sur le fait qu'effectivement, à un moment, on peut s'approprier des œuvres sans connaître la biographie de l'auteur ou les intentions de l'auteur, et on peut donner un sens à des œuvres qui n'a pas de rapport. Je ne dis pas que tous les sens peuvent être je ne dis pas que tous les sens se valent. Je pense qu'une œuvre a une limite des interprétations possibles, si on l'analyse vraiment, mais de fait, les appropriations subjectives existent et c'est un fait. Mais sociologiquement, je dirais qu'on ne peut pas séparer l'œuvre de l'auteur, à condition, évidemment, de restituer l'auteur dans un espace des possibles, de reconstituer ses stratégies d'auteur, ses stratégies de création pour éclairer sa posture, et aussi de comprendre cet univers éthico-politique qui peut se refléter dans l'œuvre. Donc, je conclus, en fait, sur d'une part la nécessité d'éclairer les lecteurs ou récepteurs sous peine de reproduire la violence symbolique. Je pense que beaucoup mieux que l'annulation, je pense que l'explicitation est ce qui permet de mieux comprendre et d'empêcher que se reproduise la violence symbolique. C'est-à-dire, si on annule une œuvre, elle va s'effacer de la mémoire et on ne va pas se souvenir de la violence symbolique qu'elle a pu exercer. Or, si on explicite, si on analyse, si on présente comme ça a été fait à l'exposition de Gauguin à la National Gallery, où on a dit, c'est des œuvres de Gauguin, mais Gauguin a abusé de sa position d'homme blanc, dominant, dans une situation coloniale, il a abusé de ces jeunes filles. Donc je pense que ça permet de faire prendre conscience des conditions de production de ces œuvres et des problèmes que ça peut poser. Et ce n'est pas de l'anachronisme, ce n'est pas parce qu'une violence symbolique s'est exercée dans le passé qu'elle n'était pas violente. Tout simplement, c'était des rapports de domination. Et donc, le propre de la relation de la violence symbolique, comme l'a défini Bourdieu, c'est qu'elle rend les dominés complices parce qu'ils partagent les mêmes représentations que les dominants. Et donc, dénoncer la violence symbolique du passé, ça n'est pas de l'anachronisme. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas amalgamer censure et critique, parce que souvent, quand il y a des critiques contre des œuvres qui portent ces ambiguïtés ou pire, ces représentations racistes ou sexistes, dès qu'on dit une critique, tout le monde hurle à la censure. Non, c'est pas de la censure. La liberté d'expression, elle est faite justement pour pouvoir critiquer et délibérer. Donc c'est la tâche des critiques, c'est justement de pointer ces choses-là, et y compris ces dimensions, sans réduire bien sûr les œuvres uniquement à ces dimensions, mais aussi en expliquant, parce que des œuvres comme celle-là, elles ont eu une postérité, elles ont eu des effets, elles ont servi de modèle à d'autres. Donc si on les efface purement et simplement, on va en fait effacer la violence symbolique de notre inconscient collectif, et elle risque de ressurgir de manière encore plus violente. Et puis, je termine aussi sur la responsabilité des intermédiaires, à propos notamment du retrait des œuvres de Claude Lévesque par le MAMCO. Chaque institution est libre d'exercer son droit de sélection des œuvres qu'elle expose, et d'élaborer une politique qui est conforme aux valeurs esthétiques et éthiques qui sont inscrites dans sa mission. Et puis en plus, les institutions publiques sont soumises à un cadre légal qui interdit notamment la pédocriminalité. Donc s'il se révélait que l'évêque était effectivement coupable, ça se poserait quand même la question de présenter ses œuvres. Donc on peut comprendre que certaines institutions préfèrent réserver leur jugement le temps que cette affaire soit
élucidé. Je voudrais juste dire encore un dernier mot avant qu'on ouvre la discussion sur justement cette question du rôle des intermédiaires. Parce que, bon, on entend tout le temps, ah, mais c'est terrible, on va nous priver d'œuvres tellement importantes du canon. Bon, tout d'abord, personne ne s'est interrogé sur toutes les œuvres dont nous avons été privés pour des raisons qui n'avaient rien d'esthétique ou d'intellectuel ou de moral, tout simplement par une forme de sélection purement sociale des œuvres de femmes qu'on découvre tout d'un coup. Donc on pensait que ces œuvres, on pensait que les femmes ne créaient pas, n'est-ce pas, et tout d'un coup on découvre des œuvres d'artistes. Je vous invite à aller voir le site Aware de Camille Morino, qui est un site extraordinaire qui collecte des œuvres de femmes artistes. Et je ne sais pas si vous avez vu l'exposition Elles font l'abstraction cet été à Beaubourg. C'était très impressionnant de découvrir qu'il y avait des femmes qui avaient créé des œuvres abstraites depuis le 19e siècle. Et où elles étaient, ces œuvres? Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas montrées? Donc quand on nous dit on va nous priver des grandes œuvres, on nous a privés, on nous prive tout le temps d'œuvres. Je veux dire, les institutions, les intermédiaires culturels sélectionnent. Et il y a une sélection qui est faite en permanence. Donc, réévaluer le canon, oui, bien sûr, on le fait tout le temps. Il faut continuer à le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément éliminer des gens, mais on peut réévaluer la place de Heidegger dans l'histoire de la pensée. Par exemple, pourquoi est-ce que Heidegger prend une place aussi importante par rapport à Cassirer, qui, à mon avis, mériterait une place beaucoup plus importante. Voilà. Donc, ces questions-là, on peut les poser. Pourquoi est-ce qu'on a marginalisé ou éliminé des auteurs ou des créateurs appartenant aux minorités? Donc, maintenant, on redécouvre un sociologue, W.E.B. Du Bois, aux États-Unis, un sociologue noir qui était la première génération des sociologues états-uniens fin du 19e, début du 20e siècle. Il était archi connu à son époque. C'est pas qu'on le découvre aujourd'hui, il était connu. Pourquoi est-ce qu'il a disparu du canon américain, sociologique américain? Pourquoi on le redécouvre que maintenant? Et puis, je parle d'œuvres de femmes. Si vous avez vu cette exposition, il y avait dans l'exposition, parmi les plus connues, il y avait Natalia Goncharova. Natalia Goncharova, en 1913, elle était connue dans presque toute l'Europe. Enfin, là, il y avait des expositions très importantes. Elle n'a été redécouverte que récemment, parce que maintenant, tout d'un coup, on cherche des œuvres de femmes. Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas là? Voilà. Donc, quand on me dit là, c'est terrible, on va toucher le canon, on va nous priver de grands auteurs, moi je dis il y a aussi la place pour d'autres auteurs qu'on ne voit pas, et ça serait bien de leur faire une petite place. Vous parliez des œuvres qu'on pouvait expliquer. Je comprends Gauguin, effectivement, on peut l'expliquer, mais quelque chose, ou les écrits de Massenet. Alors, c'est quand même pas du même acabit. On peut pas chaque phrase l'expliquer. Et qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on interdit? Et puis là, et là aussi se pose la question de l'intermédiaire. Comment, je sais pas, c'était Gallimard, non, c'était a pu publier des choses comme ça sans être inquiété à l'époque ou maintenant? Oui, merci de cette question. Effectivement, j'aurais dû le préciser et je vous remercie de me poser la question parce que, effectivement, je pense qu'il y a des œuvres qu'il ne faut pas rééditer, qu'il ne faut pas republier. J'ai été contre la publication des pamphlets de Céline chez Gallimard et ça, je suis prête à en parler si vous le souhaitez. Et je suis tout à fait d'accord sur le cas Massenet. D'ailleurs, je pense que déjà, il y a, à mon humble avis, il n'y a pas œuvre littéraire, donc on ne va pas être privé de grand-chose. Et c'était un auteur qui a construit une sorte de réputation surfaite, mais qui n'était pas vraiment lu, parce que je pense que les gens qui lui ont accordé, le seul prix qu'il a eu, c'est le prix Renaudot pour un essai, et on se demande si cet essai a été lu, parce qu'il contient un chapitre qui est un éloge de la pédophilie. Voilà, il a eu le prix Renaudot de l'essai. Alors quand on sait aussi les connivences entre un des membres du jury et Massenet, ils partaient ensemble en tournée dans les Philippines, voilà. On peut se poser des questions sur
le fondement de la réputation de Matzneff. Donc dans ce cas-là, et fort heureusement, finalement, on n'a pas tant non plus de vraiment très grands auteurs qui soient dans ce cas de figure. C'est intéressant. Aujourd'hui, bon, on discute beaucoup de certains cas, mais bon, finalement, on peut reprocher certains actes, certaines opinions, certaines attitudes, mais des choses aussi graves, c'est pas énorme. Mais je suis d'accord avec vous et je pense que tout ce qui relève en fait de la stigmatisation ou des atteintes à des êtres vulnérables doit être écarté en fait et c'est d'ailleurs proscrit par la loi, mais pour moi c'est pas forcément ça c'est pas forcément la loi le meilleur indicateur, parce que la loi elle peut aussi évoluer, il faut la faire évoluer. Par exemple, bon, aujourd'hui le discours raciste est proscrit par la loi, il l'était pas toujours, hein. Quand Céline publie ses pamphlets, c'était pas proscrit. La loi Marchandeau, le premier décret loi, a été édicté en 1939, justement à cause de l'explosion de discours antisémites en France, en partie importés d'Allemagne, mais en partie complètement maison, hein. Voilà. Et c'est cette loi qui, abrogée par le régime de Vichy, qui a été évidemment rétablie à la Libération, mais surtout redéfinie en 72 et élargie. Et élargi aussi aux propos stigmatisant Moi, j'utilise le terme stigmatisé plutôt que le terme de haine, parce que je pense que la stigmatisation, ça montre que ça fait des effets, et c'est pour ça que je m'oppose à ces... Enfin, je suis d'accord pour restreindre la liberté d'expression concernant ce type de discours, parce que, en fait, ce type de discours stigmatise des populations d'une manière qui peut après légitimer des actes de violence à leur égard. Voilà. Et donc les légitimer, les banaliser. Et donc c'est en ça en fait que je m'y oppose. Et pour moi, évidemment, tout ce qui est discours pédophile, c'est du même ordre, puisque ce sont des êtres vulnérables qui sont abusés et qui même s'ils sont en apparence consentants, c'est toute cette question de l'emprise. J'avais une question à propos de Gauguin. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre en compte le fait que Gauguin ait peint ces très jeunes filles à Tahiti et non en Europe, où la perception des rapports très jeunes adultes n'est certainement pas la même qu'ici? Gauguin est encensé à Tahiti. Oui, non, mais j'entends très bien et je pense que c'est un argument intéressant. Il faudrait étudier effectivement l'âge de maturité sexuelle reconnu là-bas. Moi, je dis pas qu'il a violé. Enfin, voilà. Et puis en plus, j'ai pas mené une enquête là sur le cas, donc je vais pas vous répondre de manière précise. Mais je pense que vous avez tout à fait raison de soulever ça, parce que ça pose la question des conditions et aussi est-ce qu'il transgresse ou pas, ou est-ce qu'il a conscience de transgresser, ou est-ce qu'il a conscience d'abuser. Voilà, donc oui, bien sûr, je sais qu'il était... mais bon, après, voilà, les petites filles qui écrivent des lettres d'amour à Matzneff, elles ont l'air aussi d'être amoureuses, hein, voilà, donc c'est compliqué. Mais je pense que l'âge est très important. Je pense que la question qui a été débattue là récemment sur les 15 ans comme âge de consentement, je pense que ça me paraît assez juste comme moyenne, parce qu'évidemment c'est très divers. C'est très divers et c'est... la maturité, évidemment, on est obligé, du point de vue légal, de faire des moyennes qui ne correspondent pas forcément à la maturité de chacune et chacun. Non, c'était pas l'âge. C'était pas l'âge qui me posait problème, mais les différences culturelles entre la Polynésie et l'Europe. Mais de quel point de vue ? Je regardais aussi la façon dont l'homosexualité est perçue là-bas. Ça n'a rien à voir avec la perception qu'on a ici. Il y a aussi, vous le savez, des rérés, des enfants qui sont
des petits garçons qui sont élevés comme des femmes, et c'est merveilleusement bien perçu là-bas. Donc, les différences culturelles sont énormes, donc on ne peut pas juger de la même façon des conduites. Oui, mais Gauguin, il vient d'ici. Il a des représentations qui sont liées à sa culture française, même s'il intègre une culture. Après, évidemment, il y a des différences, mais bon, ça n'empêche pas qu'il soit dans une position d'homme dominant colonial. Hein. Enfin, voilà. Ça, je ne le crois pas. C'est pas du tout les sentiments qu'on a là-bas quand on discute de Gauguin avec des Polynésiens autochtones. C'est pas du tout perçu comme la transgression. Ah non, mais moi, j'ai pas dit qu'il transgressait. J'ai pas dit ça. C'est accepté culturellement. C'est cette différence que j'aimerais. Oui, mais bon, on a aussi accepté culturellement en France que Matzneff débarque sur des plateaux télé avec des gamines de 14 ans. Enfin, ça a été parfaitement accepté hein, par tout un milieu. Claude Lévesque, c'était connu que Dans un petit milieu, mais pas culturellement au sens large. Bah oui, mais bon. De tous les Français. Oui, non, mais je veux bien entendre ça, mais non, mais je pense que c'est l'argument culturel, il est intéressant à évoquer et poser question. Il n'empêche que même s'il n'est pas perçu comme ça, objectivement, il y a un rapport colonial malgré tout. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des belles relations entre Gauguin et les Polynésiens. J'ai vu apparaître dans une des diapos l'exemple de Salman Rushdie. Oui. Et vous ne l'avez pas développé. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur... Non, en fait, moi, sur Salman Rushdie, je l'ai juste cité à propos de Houellebecq, parce qu'il avait pris la défense de Houellebecq au moment où il était attaqué. Au moment où il a eu son procès et il a pris sa défense au nom de la liberté d'expression. Je peux vous le remontrer. Voilà, il dit dans le cadre d'un texte littéraire, on peut créer des personnages de toutes sortes. Si les romanciers ne peuvent dépeindre des nazis ou des personnages sectaires sans être eux-mêmes traités de nazis ou de sectaires, alors ils ne sont plus en mesure d'accomplir correctement leur travail. C'est vrai que c'est une citation que j'aurais dû citer parce qu'elle illustre bien la question de la distinction entre représentation et apologie. Voilà. Mais lui, bien sûr, il a dû se cacher à cause d'une fatwa contre lui, enfin, en tout cas, se protéger d'une fatwa qui le condamnait à mort.